19 heures. C'est parti depuis ce mardi 1er octobre 2024 pour la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Cette année, une attention particulière est accordée aux victimes des inondations. Vous allez avoir plus de détails dès l'entame de ce journal. Le Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé et ses partenaires demandent l'augmentation de l'allocation budgétaire en faveur de la lutte contre les maladies tropicales négligées. La 13e région administrative du Mali, Djoila, n'est pas épargnée par la crue. Depuis quelques jours, des villages riverains du fleuve Banifing sont menacés par la montée des eaux. Et voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion débute donc ce mardi 1er octobre 2024. Et pour marquer les débuts des activités de ce mois consacré cette fois-ci au soutien des victimes des inondations dans notre pays, le ministère de la Santé et du Développement social a organisé ce mardi à la Maison des Aînés une conférence de presse co-animée par le parrain national de l'édition 2024 du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion et le secrétaire général du département. Cette conférence de presse a pour objectif d'informer l'opinion publique sur le programme mis en place par le département et les partenaires techniques et financiers afin de magnifier ce mois de la solidarité. Le compte-rendu est signé Abassanogo Zakaria Omar Keïta. La 29e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion est célébrée à un moment très difficile de l'histoire de notre pays marqué par l'état de catastrophe nationale. C'est pourquoi le choix du thème, la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme est vite fait par les autorités. Le contexte aujourd'hui, c'est pour tout simplement un rappel, comme on l'a dit. La solidarité, ça fait partie vraiment de nos comportements de tous les jours aux Maliens. Mais le plus souvent, nous, au niveau quand même les autorités, le gouvernement a choisi ce mot pour rappeler les uns et les autres par rapport à la valeur cardinale qui nous incarne, nous autres Maliens, par rapport à la solidarité. Mais cette année spécifiquement, cela a coïncidé vraiment avec une catastrophe, notamment les inondations. Et alors, il faudrait qu'il y ait un focus vraiment de solidarité et de compassion par rapport aux victimes de ces inondations. Et donc, en ce moment, ce cachet spécial cette année nous permet vraiment de diriger cette solidarité pour tout, en tout cas, de ces personnes qui sont plus ou moins affectées, en tout cas, par ces inondations. Nous sommes tous affectés, mais ceux qui sont les victimes, bien entendu, directement, qui puissent, en tout cas, sentir la solidarité malienne. Le parrain de la 29e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, cette fois-ci dédié à l'assistance aux sinistrés des inondations, a remercié les autorités pour la confiance placée en lui et promet d'être à la hauteur des attentes. Et donc, pour moi, c'est un honneur que j'accepte et je profite de l'occasion pour la remercier infiniment, non seulement pour m'avoir choisi comme parrain, mais la façon dont elle a procédé qui s'inscrit dans la démarche culturelle du Mali, à savoir le respect de l'âge. Les activités prévues au cours de ce mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion sont ainsi réparties. Première semaine est dédiée aux personnes âgées, la deuxième semaine à la femme et à l'enfant, la troisième aux personnes vivant avec un handicap et enfin la dernière semaine est consacrée à la jeunesse, à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Le ministère de la Santé et du Développement social, à travers le Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé, a organisé ce lundi 30 septembre 2024 à Bamako une journée de plaidoyer pour l'augmentation de l'allocation budgétaire en faveur de la lutte contre les maladies tropicales négligées. La journée a mobilisé plusieurs acteurs de la santé ainsi que des partenaires techniques et financiers. Le compte-rendu est signé Gabriel Keïta.
Cette journée de plaidoyer, initiée par le Centre national de formation, d'éducation et de communication pour la santé et ses collaborateurs, vise à mobiliser les partenaires pour l'augmentation de l'allocation budgétaire en faveur de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Nous allons faire ce plaidoyer auprès du ministère de l'économie et des finances pour, bien entendu, on a dit, augmenter le budget alloué à la lutte, bien entendu, contre la maladie en général, mais en particulier les maladies non transmissibles, pour qu'on puisse être au rendez-vous vraiment de nos déclarations et de nos engagements auprès, bien entendu, de l'OMS et auprès du monde et auprès de notre population qui est notre première référence. Donc ce cadre bien en point nommé et qui cadre vraiment avec les objectifs du ministère de la Santé et du Développement social, qui est de booster vraiment la santé, mais aussi la prévention. Sur place, des engagements ont été pris par les autorités de la transition à travers le ministère de l'économie et des finances ainsi que le CNT pour accompagner cette initiative de mobilisation des fonds du CNEX. Le ministère s'est toujours fait représenter pour que nous puissions faire remonter les informations à notre hiérarchie comme il se doit. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr dans un contexte qui est très difficile, vous le savez. Et cela ne veut pas dire bien sûr que les dépenses de santé ne sont pas importantes ou ne sont pas prioritaires. Ce plaidoyer nous met au même niveau d'information que les autres partenaires. Donc en tant que législateur et puis en tant que contrôleur de l'action gouvernementale, nous saurons comment porter le message aux plus hautes autorités pour prendre une décision vraiment en faveur de cette situation. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies tropicales négligées constituent un groupe diversifié d'infections qui sévissent principalement dans les populations pauvres. Elles sont dues à différents agents pathogènes, virus, bactéries, parasites, champignons ou toxines et ont des conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices. La 3e édition de la campagne gratuite de consultation ophtalmologique et des interventions chirurgicales de la cataracte organisée par la polyclinique Les Orangers continue. Et cette semaine est consacrée aux interventions chirurgicales. Sur 150, 145 interventions sont déjà programmées. Et à ce jour, près d'1 millier de personnes ont bénéficié de la campagne qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Assitan Diallo, Ibrahim Daou, compte rendu. Près de 145 personnes bénéficieront de chirurgie de la cataracte, et cela gratuitement grâce à cette campagne. L'objectif de chirurgie de la campagne de cette année est de 150 patients et près de 145 sont déjà programmés. Effectivement, nous sommes à notre deuxième phase de cette activité. Alors, sur un objectif de chirurgie de 150 patients, nous avons déjà programmé près de 145 patients. Donc, ce qui constitue un objectif de près de 95%. Nous prévoyons d'opérer au minimum 30 patients par jour, ce qui fait qu'au bout de 5 jours, nous aurons largement atteint le taux de 150, qui constitue notre taux de 100%. 1 millier de personnes ont déjà bénéficié de cette campagne de consultation, conformément à l'objectif visé. Pour les initiateurs, la 3e édition a rempli toutes ses promesses et ils ne comptent pas s'arrêter en de si bons chemins. Déjà, nous avons consulté près d'1 millier de patients par rapport à l'activité de consultation. Nous avons constaté surtout des cas de cataracte. Ensuite, nous avons dit la semaine passée, il y a aussi quelques cas de glaucome et d'amétropie. Mais globalement, en majorité, c'est des cas de cataracte que nous avons pu recenser pendant cette activité. Les consultations se sont bien passées. Et nous sommes pratiquement au début des interventions chirurgicales qui vont commencer d'un moment à l'autre. Donc c'est un motif de satisfaction pour l'ensemble du personnel. Bon, nous sommes satisfaits et nous avons fait ce travail avec beaucoup de solidarité, avec beaucoup d'amour. Nous participons à cet effort national d'aide et d'entraide. Nous avons commencé ce matin d'ailleurs le mois de la solidarité. Donc je pense que notre action s'inscrit un peu dans ce cadre.
À noter que cette troisième édition de la campagne gratuite de consultation ophtalmologique et des interventions chirurgicales de la cataracte, organisée par la polyclinique Les Orangers, prendra fin ce vendredi 4 octobre 2024. L'actualité, c'est aussi les procès sur l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Après Mme Boiré Sissoko, c'est Mamadou Camara, directeur de cabinet de feu Ibrahim Boubacar Keïta, qui était à la barre ce lundi 30 septembre 2024. Il est accusé de crime de faux pour avoir altéré la vérité en établissant tout ou partie d'un document intitulé mandat. Et selon Mamadou Camara, il n'a pas agi en son propre nom, mais en tant que représentant du président de la République à l'époque, feu Ibrahim Boubacar Keïta. Les détails avec Bakary M. Sidibé. Le procès concernant l'affaire de l'avion présidentiel et des équipements militaires se poursuit à la cour d'assises de Bamako. Ce lundi 30 septembre 2024, Mamadou Camara, directeur de cabinet du président Ibrahim Boubacar Keïta, au moment des faits, était à la barre. Il est accusé de faux consistant en une altercation de la vérité par l'établissement du document intitulé mandat, ainsi que d'usage de faux en fournissant ces documents à Sidi Mohamed Kanyassi afin qu'il puisse exécuter le reçu. Au cours de son audition, plusieurs questions lui ont été posées par le président de la Cour, ses conseillers et le ministère public. Le président a d'abord interrogé Mamadou Camara sur le contenu du document remis à M. Kanyassi. La question de savoir si l'accusé a agi en son propre nom, la réponse de Mamadou Camara est « On ne peut plus clair. Non, je n'ai pas agi à mon nom propre. » Le cabinet agit au nom du président. Le choix de Sidi Mohamed Kanyassi, selon l'ex-chef de cabinet du président Ibeka, a été motivé par Ibeka qui a estimé qu'il avait la compétence d'exécuter la mission et qu'il l'avait déjà fait auparavant. Après le président, les conseillers de la Cour ont posé leurs questions. Après avoir décrit son parcours, l'un des conseillers lui a demandé s'il connaissait le rôle du directeur de cabinet. Mamadou Camara reconnaît devant la Cour qu'il ne connaissait pas tous les contours du poste de directeur de cabinet du président de la République. Et selon lui, il ne connaissait même pas M. Kanyassi avant de lui délivrer le mandat. Le mandat en question n'avait même pas de durée, reconnaît l'ex-chef de cabinet d'Ibeka. Il a aussi rappelé à la Cour ses missions en tant que chef de cabinet qui consistaient à gérer l'agenda et les déplacements du président de la République. À la question de savoir s'il a eu des échanges avec le ministère des Finances et de l'Économie, Mamadou Camara répond qu'il ne s'est jamais intéressé aux questions financières ou de suivi. En ce qui concerne la signature du protocole d'accord entre M. Kanyassi et le ministère de la Défense et des anciens combattants, M. Camara informe la Cour que M. Kanyassi n'avait pas le mandat de signer un contrat avec le ministère de la Défense et des anciens combattants. En tout cas, Mamadou Camara se retrouve dans un dossier pour avoir simplement exécuté un ordre de son chef. Affaire à suivre. Par ailleurs, depuis quelques jours, certains villages de la 13e région administrative du Mali, Djouila, sont menacés par la montée des eaux du fleuve Banifi. Une triste situation qui exige des autorités maliennes une assistance urgente, faute de quoi les conséquences pourraient être plus désastreuses. Alamakou Diabati. Installée sur les abords à quelques centimètres des eaux du fleuve Banifi, une partie du village de Kononsoro, commune rurale de Ndolondougou, nouveau cercle de Ménin et d'autres zones sont menacés depuis quelques jours d'inondations. Les habitants de ces localités regardent avec désolation le fleuve verdâtre qui submerge une partie ou du moins ce qu'il en reste. Des champs de mil et des rizières sont submergés. Dans certains villages, maisons, écoles, commerces et édifices religieux ne sont plus que des épaves englouties par l'eau et les mangroves. Les routes n'existent plus. Certains n'ont pas le choix et d'autres manquent de moyens pour partir. Avec leurs téléphones portables, certains ont photographié le désastre environnemental à peine croyable. Pour l'instant, apprend-on, un bilan officiel n'a pas été communiqué, mais l'on déplore d'importants dégâts matériels et du cheptel
emportés par les eaux. Greniers, bétail, ustensiles de cuisine, tous presque emportés. Et aux dernières nouvelles, les autorités politiques, administratives ainsi que les services techniques de la protection civile sont à pied d'œuvre pour soulager les populations en détresse. Celles-ci chercheraient refuge auprès des voisins et connaissance des villages environnants épargnés par la catastrophe. Notre reporter Lassine Diakité nous explique dans l'élément qui va suivre que les djihadistes traqués par les forces armées et de sécurité dans le cercle de Kolokani se vengent désormais sur les populations civiles. Ces dernières sont désormais victimes d'assassinats et d'enlèvements, comme ce fut le cas le week-end dernier dans le village de Toumani-Bougou. Une dizaine de personnes ont été enlevées et conduites vers une destination inconnue. Suivons. À 2 ans, évitant les femmes, les terroristes se vengent sur les populations civiles dont beaucoup sont. Et du 23 au 29 septembre 2024 s'est tenue à Bamako la Semaine nationale des sourds, une occasion pour les déficients auditifs de faire la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap et aussi de valoriser la langue des signes. Bakary M. Sidibé nous revient, cette fois-ci avec Montala Ouattara pour le compte-rendu. Il s'agissait à travers cette célébration de valoriser l'identité culturelle des personnes sourdes, de faire un diagnostic des difficultés que traverse cette couche sociale afin de faciliter leur intégration sociale. Et donc cette semaine, nous faisons pas mal de choses, valoriser la langue des signes et contribuer à la richesse et l'identité culturelle des personnes sourdes à travers le monde. Aussi relever les difficultés que traversent les personnes sourdes dans tous les aspects de leur parcours de vie, notamment dans le domaine de l'éducation, la santé, l'accès à l'emploi, aux activités sportives, entre autres. On a consacré une journée à la promotion de la langue des signes. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre seconde phase, qui est aussi de relever les problèmes que des personnes sourdes traversent, notamment dans l'éducation, dans le domaine de l'éducation et la formation professionnelle. Tout en reconnaissant les efforts déjà fournis par les autorités du pays pour assister cette couche, le représentant de la délégation spéciale de la mairie de Commune 4 dans cette cérémonie a rassuré l'association malienne des sourds de l'accompagnement de la municipalité. Nos autorités de la transition qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir vraiment cette association. Quand on prend les handicapés au niveau de notre société, au niveau même du CNT, il y a plus de à peu près 4 à 5 représentants. Au nom du président de la délégation spéciale de la commune 4, je tiens à remercier aussi l'ensemble des sourds-muets de ce pays qui méritent encouragement et du soutien de la part de notre collectivité. C'était aussi l'occasion pour les responsables de l'association de faire du plaidoyer pour l'intégration des langues des signes dans notre système éducatif. Donc, au niveau du Mali, nous avons vu que la loi la Constitution a été révisée et dans la nouvelle révision de la Constitution, il a été dit que toutes les langues sont des langues officielles. Donc nous, on est un peu dans la confusion. Nous, on voudrait savoir aussi si cette langue des signes fait partie des langues qui ont été reconnues officiellement. Donc on est toujours dans la même dynamique de promotion. On a fait pas mal de plaidoyer au niveau des différents ministères et on espère avoir gain de cause dans les jours à venir. Au cours de cette semaine, les difficultés liées à la poursuite du cursus scolaire des personnes sourdes après l'obtention du DEF ont été évoquées. Cette situation s'explique selon la Mansour par le manque d'enseignants et la non prise en compte des langues des signes au Mali. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.